mandat autour de 3 axes. Les transitions écologiques et sociales, les droits culturels, le 100% éducation artistique et culturelle. Ces orientations générales ont notre soutien. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de droits culturels et d'éducation artistique et culturelle? De démocratie. Et pour que la démocratie culturelle soit une réalité, les politiques publiques doivent respecter un certain nombre de principes. Pas de démocratie culturelle sans une reconnaissance de la valeur des expressions populaires par les pouvoirs publics. Il n'y a pas d'un côté les élites qui seraient naturellement cultivées de par leur milieu social et de l'autre une masse informe qu'il faudrait sortir de l'ignorance et amener vers la culture avec un C majuscule. C'est pourtant cette vision-là de la culture qui a été diffusée pendant des siècles en France, bien davantage que dans d'autres pays en Europe. Ce clivage historique, qui est un clivage de classe, est assez propre à la France. Un tel clivage n'existe pas dans les pays du nord de l'Europe, ni dans ceux d'Europe centrale, où les compositeurs dits classiques ont puisé leur inspiration dans les rythmes et les mélodies populaires, qu'on pense à Sibelius en Finlande ou Dvorak pour le monde slave. Pas davantage en Espagne ou au Portugal, où le flamenco et le fado sont des arts d'essence populaire qui ont leurs académies. Rien de tel en France. Pourquoi? Parce que l'État central, d'abord monarchique, puis républicain, s'est appliqué à passer un grand rouleau compresseur sur une diversité culturelle et linguistique qui puisait ses racines dans les campagnes. Une diversité qui entravait un projet politique, uniformisé pour contrôler les esprits. Le résultat est là, en France, dans l'inconscient collectif, quand des expressions culturelles viennent du monde rural, elles sont encore trop souvent dénigrées. Pourtant, qu'est-ce que le blues, sans lequel aucune des musiques modernes n'aurait jamais existé, sinon une musique qui puise ses racines dans les campagnes du sud des États-Unis? Depuis les années 50, dans le sillage de nouvelles musiques comme le jazz, le rock, le rhythm and blues, de nouveaux arts comme le cinéma et la BD, de nouveaux courants dans les arts plastiques comme le pop art, l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les cultures urbaines a permis de changer le regard sur les cultures dites populaires. Et ce n'est pas un hasard si l'incroyable succès du concert d'Alan Stivell à l'Olympia en 1972 est intervenu dans cette grande vague historique qui a vu la culture en milieu urbain sortir des musées, des salons et des théâtres officiels pour s'exprimer dans la rue à la manière des paysans qui dansaient sur l'aire de battage. Pourtant, un demi-siècle a passé et force est de constater que de nouveaux clivages culturels ont vu le jour en France. Regardons ce qu'est devenu une cérémonie comme les Victoires de la musique. Alors que les musiques du monde, catégorie dans laquelle sont rangées les musiques dites traditionnelles, avaient une petite voix au chapitre jusqu'aux années 2000, elles ont disparu du paysage de cette grand-messe annuelle. Les personnes qui décident du bon goût artistique en France ont un nouveau visage, mais le système, lui, est resté immuable, centralisé. C'est contre cela que se battent encore et toujours celles et ceux qui refusent que les politiques publiques dans le domaine culturel soient un facteur de hiérarchisation, donc de clivage. Deuxième principe, pas de démocratie culturelle sans une équité entre les territoires, une équité qui soit assumée et organisée. La centralisation séculaire des politiques culturelles en France va de pair avec une hyper-centralisation des ressources humaines et des budgets. Les dernières données officielles sur la répartition géographique du budget du ministère de la Culture en France ont été rendues publiques il y a quelques semaines et concernent l'année 2019. Paul Molac en a parlé hier. En 2019, le ministère de la Culture a dépensé en fonctionnement et en investissement 2,376 milliards d'euros en Île-de-France, où résident 18% des Françaises et des Français, contre à peine 1,3 milliard d'euros dans les autres régions. En 2019, le ministère de la Culture a dépensé 195 € par habitant en Île-de-France, 20 € par habitant en région Bretagne. Preuve est faite que dans le domaine culturel comme dans d'autres, la centralisation produit l'exact contraire de l'égalité promise par la République. Notre propos n'est pas d'opposer les territoires, mais de dénoncer un système. Troisième principe, pas de démocratie culturelle sans un accès pour toutes et tous à la diversité des arts et des formes d'expression. C'est ici que l'objectif du 100% éducation artistique et culturelle trouve tout son sens.
C'est ici aussi que trouve son sens un des amendements que nous avons déposés, qui vise à ouvrir largement les programmes culturels de la région aux pratiques en amateur, notamment pour venir en appui au réseau d'acteurs comme celui des écoles associatives de musique. Quatrième et dernier principe, pas de démocratie culturelle sans une volonté de sortir de l'ombre la contribution des femmes à l'évolution des cultures et des arts. K.O. Hulot vient d'en parler excellemment. Plus d'un siècle après la naissance du mouvement des suffragettes, 50 ans après l'affirmation du droit des femmes à disposer de leur corps, ce qu'on pourrait appeler le syndrome Camille Claudel frappe toujours. L'invisibilité des femmes dans l'histoire des cultures et des arts, du moins sous l'angle de la création et de l'innovation, car les hommes n'ont jamais manqué d'utiliser les femmes comme modèles ou comme muses, c'est une réalité d'aujourd'hui. N'est-il pas ahurissant de constater qu'en 2022, on commence tout juste à révéler au public le rôle que des femmes artistes ont pu jouer dans le mouvement de la Renaissance italienne au XVe et XVIe siècle. Dans quel manuel scolaire parle-t-on à nos enfants de Plautilla Nelli, Sophonisba Anguissola ou Artemisia Gentileschi? Plus près de nous, pour une Berthe Morisot, dont la contribution au courant impressionniste a été mise au jour depuis une vingtaine d'années, combien d'artistes femmes passées sous silence dans la littérature qui se rapporte aux révolutions picturales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cette mise des femmes aux marges de la création culturelle, la Bretagne n'y a pas échappé, y compris dans le registre des expressions populaires. Si le rôle important des femmes dans la transmission de la mémoire orale est reconnu, depuis que le collectage existe en Bretagne, de Maharit Phulup à Madame Bertrand, en revanche, la place qu'elles ont occupée dans la création et l'innovation artistique au fil des générations reste inconnue du public. La loudéacienne Jeanne Malivelle, qui fit partie des précurseurs du design dans la Bretagne de l'entre-deux-guerres, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je conclus, Monsieur le Président. C'est pour combler ce grand vide que parmi les amendements que nous avons déposés, nous proposons que la connaissance du rôle historique des femmes dans la création et l'innovation fasse partie des objectifs de formation pour les futurs professionnels de l'EAC en Bretagne. Merci. Merci à vous.